L'argent ne rend pas heureux. Pour moi, l'argent tranquillise le moral. Investis dans une matière dans laquelle toi-même tu connais. Les Chinois ne respectent pas leurs engagements. Je t'informe, je te mets en demeure. Mon avocat t'écrit, je fais venir un huissier. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre magazine hebdomadaire Dans les coulisses du succès. Un magazine qui vous décrypte, décortique, déconstruit et dépeint les échecs et les succès des entreprises et des entrepreneurs à succès. Et aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un monsieur qui a atteint le sommet dans son domaine d'activité, qui a décidé de tout abandonner sur l'Allemagne et de rentrer sur la Guinée pour développer une nouvelle activité. Bonjour Monsieur Baldé. Bonjour Monsieur Kaba. Alors merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors pouvez-vous vous présenter rapidement et nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Mon nom c'est Abdoulaye Baldé. Je suis natif guinéen de nationalité allemande. Comme vous avez évoqué au début là, j'ai fait 35 ans en Allemagne. Je me suis décidé de rentrer au pays pour investir. Je suis entrepreneur et aujourd'hui le PDG de Plaza Lounge et de Diamond Club. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment atteindre ce niveau de la mise en place de Diamond Club au Plaza Lounge? Diamond Club et Plaza Lounge viennent de mes expériences que j'ai acquises en Allemagne. J'ai eu la chance de découvrir ma qualité, de quoi je suis capable, indépendamment de ce que j'ai étudié. Je suis d'avis que chaque être humain a une qualité en elle. C'est de chercher à la découvrir et se battre. Moi, j'ai eu le feeling dans la musique. C'est dans ça que j'ai évolué. D'accord. Alors, quand vous dites que vous avez eu l'opportunité de découvrir votre passion, d'accord, à partir de l'Allemagne, comment la découverte, comment vous êtes arrivé à découvrir cette passion? En tant qu'étudiant, chaque internat avait un club qu'on appelle ici une boîte de nuit. Donc chez moi, là où j'habitais, c'était les jeudis, les soirées pour les étudiants de l'internat. Un jeudi, le DJ qui devrait animer, il est tombé malade. Mon copain de classe avec lequel je suis sur le même banc à l'université, a dit, mais écoutez, on a un ami étranger ici, un Guinéen, je viens des fois chez lui, lui sa passion c'est la musique. Chaque fois que je viens chez lui, il écoute la musique. Et les week-ends, je partais toujours de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Il fallait avoir un visa en ce temps. Donc, mon argent de poche, je partais à Berlin pour dépenser, pour payer de la musique. Maintenant, lorsque le DJ là est tombé malade, je suis venu. J'ai branché mes appareils, j'ai commencé à animer. Les Allemands ont écouté un sono qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter. Ils ont écouté un sound qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter. En principe, la soirée, c'est jusqu'à 2 h du matin. À 2 h, j'arrête. Ils viennent, non, Baldé, tu dois continuer. Je dis, mais l'heure, c'est 2 h. Ils ont insisté, je n'avais pas autre choix. J'ai animé jusqu'à 4 h du matin. J'ai créé une ambiance qui me dépassait moi, mais certaines choses, on n'a pas d'explication pour ça. Moi, je me suis dit que j'ai le feeling pour la musique. Le lendemain, ça a commencé à bavarder à l'université. Il y avait un DJ, un Africain qui a animé chez nous. Alors, c'était de la folie. Et par après, la chance a continué. Un ami camerounais qui animait dans la grande boîte de l'université de TU Dresden devrait voyager sur Magdebourg. Magdebourg, c'est une grande ville aussi de l'Allemagne. Il me dit, Baldé, tu viens me remplacer ce soir. Je dis d'accord. En ce temps-là, quand on animait, les DJ venaient avec tous leurs équipements. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu viens dans la boîte, tout est là. Hein? J'avais mes appareils, mes haut-parleurs, mon ampli, tout et tout. Et comme je suis de la technique, c'est ce que j'ai étudié,
Les haut-parleurs que les Allemands de l'Est fabriquaient, ils étaient bien en basse, mais en tonalité, ils n'étaient pas bien. Donc, comme je m'y connais dans la matière, je vais en Allemagne de l'Ouest, j'ai payé des tweeters, on appelle ça comme ça, les haut-parleurs pour la tonalité. J'ai installé, j'ai sorti un sono impeccable. Donc, je viens avec mes appareils, j'installe, j'anime. Au début, comme il y avait trop de monde, alors je tremblais, quoi. Il y avait eu un monde full pour... J'étais dépassé. Ah oui, oui. Alors, comme vous m'avez demandé tout de suite de me présenter, j'ai pris le micro pour me présenter, je tremblais. Ah ouais. J'ai changé de main, j'ai tremblé. Je dis, Balde, laisse la parole, fais ce que tu maîtrises. Je mets mon premier morceau, il fallait voir le monde. On a dansé, il y a les filles qui sont venues, vous savez, les amants, sur l'alcool, ils sont venus, ils m'ont déshabillé de joie. Donc, ça me dépassait moi-même. De là, vous vous êtes retrouvé meilleur DJ du pays. De ma ville, de Zaxen. Ah, de votre ville. Alors, comment cela est arrivé? C'était suite à une compétition? Il y a eu une compétition, effectivement, des DJ. Par exemple, si tu prends Conakry, Kenya, on dit une compétition artistique de DJ qui a été organisée. Il y avait 9 candidats, dont 7 Allemands et 2 Africains. Il y avait un Ghanéen et moi. On est venus, ils ont fait le tirage au sort. J'étais le deuxième qui devrait animer. Chaque DJ avait 15 minutes pour prouver de quoi il est capable. Alors mon tour est venu, comme je vous dis toujours au début, Vous avez le track, hein. Alors je viens jouer mon premier morceau qui était Chaka Khan and Nobody. J'ai joué jusqu'à ma mort, je ne vais pas oublier là. C'est-à-dire, ce que ça a créé, on dirait que tout le monde attendait que pour que Balde soit sur le podium. Il y a eu un monde fou. J'ai joué Chaka Khan and Nobody. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça. Après, j'ai joué Lionel Richie, All Night Long. Après, de Dries Bone, Real Love. Les 3 morceaux-là, j'ai joué. Il y avait une ambiance. Les 15 minutes sont finies, je ne me suis même pas rendu compte. Je suis descendu, je suis allé au comptoir, je dis, tu vas prendre un drink, un gin tonic. Alors je suis assis là, il y a les paparazzi qui viennent partout, les photographes, ainsi de suite. Donc ils voulaient faire des photos de moi. Je dis, mais il y a quoi? Ils ont cherché des belles filles partout pour m'entourer, pour faire des images. Je dis, mais attendez, la compétition n'est pas finie d'abord. Et ça a été effectivement comme ça, la compétition, lorsque c'est fini. Personne n'a réussi à créer une telle ambiance, à attirer plus de monde sur la piste que DJ Abdoulaye. Par après, ils ont prononcé, ils ont appelé le 3e, le 2e, et puis j'ai été déclaré comme le premier. Le lendemain, tous les journaux de la ville. Vous étiez à la une de tous les journaux. Tous les journaux. D'accord. Même le lendemain, j'ai soutenu. C'est-à-dire le lendemain de la compétition, vous deviez soutenir à l'université. Et là, je me suis dit, je dis, Balde, écoute, si tu vas à cette compétition, tu sais que tu dois soutenir demain. Ne dis pas que c'est à cause de cette compétition que tu n'as pas bien tenu ta soutenance. D'accord. Alors, j'ai discuté avec moi-même. Je me suis mis sur mes livres. Le lendemain, je suis venu, c'était lundi à 11h, je suis venu, j'ai soutenu. Heureusement, très bien. J'ai la culture, bien la mentalité de toujours me faire du bien pour mon corps. Si je travaille, je gagne 100 euros. Je peux dire les 100 euros, 70 euros, je mets de côté, mais les 30 euros, je me fais du plaisir. Ok. Je dis, Balde, tu mérites, tu as gagné la compétition, tu as ton diplôme dans ta poche, va dans un beau restaurant, il faisait beau temps, vas-y, Fais-toi plaisir. te fais du bien. Alors, je suis venu au restaurant, je me suis assis, j'ai commandé mon plat, filet de bœuf avec des frites. J'étais là, je mangeais très happy. Je dis, Balde, okay. C'est-à-dire, on oublie que des fois, on veut avoir son diplôme. Après le diplôme, tu es heureux, mais après quelques instants, tu te poses la question. Ouais, comment je vais faire après? Ma vie, le travail, effectivement. Quand j'ai eu la chance, j'étais assis là, je mangeais, j'avais à côté de moi un couple allemand. Le monsieur lisait le journal, il me regarde. Il lisait le journal, il me regarde. D'accord. Au kiosque, ça m'a dérangé d'abord. D'accord. Je le regarde, comme j'ai confiance en moi parce que j'ai reçu dans cette ville, je suis connu partout, je suis respecté, je n'ai pas besoin de me courber, quoi. D'accord.
Maintenant, le monsieur, il tourne le journal, il me donne. Il dit, c'est pas vous ça? Je regarde, c'était moi. Effectivement, je dis, oui, c'est moi. Donc, ça m'a donné de la joie de plus. Et tout de suite, je me suis levé, j'ai fini de manger, je suis allé payer tous les journaux au kiosque. Alors, j'ai lu, et qu'est-ce qui se passe? À la fin, c'était en août, le 31 août, il y avait la meilleure boîte qui devrait ouvrir dans ma ville. Le propriétaire, c'était un cinéaste qui est très connu. Il a passé tout son temps aux États-Unis. Il a fait une boîte de nuit qui s'appelait Hollywood. Ça est sur mes images là. La cabine, c'était des voitures. C'est inexplicable. J'ai appelé la boîte. La dame m'a dit de venir. Qu'ils ont déjà 11 candidats. Mais ils veulent m'écouter. Je suis venu. Ils m'ont écouté, ils m'ont dit, écoutez, on vous donne la chance, venez le vendredi à 21h. Je suis venu, je devrais animer avec un monsieur qui devrait être le DJ principal, parce qu'avant, en Allemagne, c'était comme ça. Tout ce qui venait de l'Allemagne de l'Ouest est meilleur à ce qui est de l'Allemagne de l'Est. Ah, d'accord. L'Est, c'est les communistes, l'Ouest, c'est les capitalistes. D'accord. Parce que l'Ouest, c'était les Américains, en Est, c'était les Russes. Donc, c'est ce monsieur qui devrait venir animer. Lui, il devrait animer le week-end. Et moi, d'abord, dans la semaine. Heureusement pour moi, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur là n'est pas venu. Donc, j'étais le seul là. Le patron dit, Abdul, tu es mon espoir. Je viens, je me mets un poule. Il tient son discours, il ouvre la soirée. J'anime. Dieu m'a donné cette force, je ne peux pas expliquer. J'ai travaillé là 3 ans. C'était bourré. Il y avait une queue que je n'ai pas vécue ailleurs. Mais malheureusement, le monsieur là, il avait un autre devoir, c'était un cinéaste, comme je l'avais dit. Il a eu un problème avec un de ses employés qu'il a tué. Dans son bureau, il s'est tué lui-même. Donc c'était un scandale dans la ville. Et ça m'a fait mal. Maintenant, j'ai quitté. Lorsque j'ai quitté, je n'ai même pas fait 2 mois, il y a une plus grande boîte qui a ouvert, je pense que c'était en ce temps-là la plus grande boîte en Allemagne. Eux, ils m'ont pris, ils m'ont appelé, ils m'ont pris, ils m'ont payé 9 000 par mois. D'accord. 9 000... C'était... Oui, l'euro était venu, c'était autant de... 9 000 euros. Oui. D'accord. Donc j'ai travaillé là-bas aussi, ça a très bien donné, mais c'est dans la nature de l'être humain. Il y en a qui ne savent pas se maîtriser. Moi, il y avait une grande salle et à l'intérieur, il y a une petite salle, là où moi j'animais, pour les personnes âgées. La jeunesse était en bas. On jouait du techno. Chez moi, c'est du soul and R&B que je jouais. Pour rentrer, tu payes 8 euros à la porte. C'était pour tout le monde. Maintenant, pour rentrer encore une fois de plus chez moi, là où moi j'animais, ils ont demandé 10 euros. Donc, pour avoir l'accès, il te fait 12 euros. Okay. Les gens se sont dit, mais Balde, tu es devenu cher. Je dis, je n'ai rien à voir dans ça. Moi, je suis qu'un DJ. Donc, ils ont gâté ça là, mais le type, il a eu des problèmes. Finalement, ça aussi s'est tombé. C'est là, j'ai eu l'initiative d'ouvrir ma propre boîte. Ah, votre propre boîte? Ma propre boîte. En Allemagne? En Allemagne. D'accord. Qui j'ai nommé Motown. Qui signifie quoi? C'était le meilleur label aux États-Unis. Tous les artistes noirs américains qui avaient de la bonne voix, qui avaient la voix, avaient des contrats au Motown. Donc j'ai écrit aux États-Unis pour avoir la licence, pour qu'on m'accorde, parce que je ne peux pas utiliser le nom comme ça. Maintenant j'ai pris Motown, j'ai ajouté Club. J'ai ouvert ma première boîte que j'ai gérée 10 ans. 10 ans. 10 ans. Et ça marchait? 10 ans ça marchait, j'ai toutes les preuves. Et après 10 ans, je me suis décidé de la revendre. Les gens m'ont dit que je suis fou. Vous avez vendu la boîte au moment où c'était au sommet de son succès. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous l'avez vendue ou vous pensiez que c'était quelque chose d'important? Ce n'était pas à cause de l'argent. J'ai appris des fois que l'argent ne rend pas heureux. Pour moi, l'argent te tranquillise le moral, mais l'argent ne te rend pas heureux. Et si tu fais un boulot de nuit aussi, tu n'as pas de vie privée. Je dis, stop. Au moment où ça marche là, c'est là aussi que tu peux faire des belles recettes. Si tu attends, ça peut tomber du jour au lendemain. Donc j'ai pris la décision, les gens m'ont dit, mais Balde, tu es fou, je dis, je revends. J'ai revendu, j'ai fait une année de pause,
je me suis promené partout en Europe. Je suis allé aux États-Unis, j'ai fait Atlanta, j'ai fait Washington, j'ai fait New York, j'ai fait Philadelphia. Après, je suis revenu à Dresde, dans ma ville. Mais ceux qui ont payé ma boîte n'ont pas tenu. Après 3 mois, c'est tombé. J'ai ouvert une autre boîte. Une nouvelle boîte. Une nouvelle boîte. Okay. Que j'ai nommée cette fois-ci Times Square, le restaurant, et Times Club. Ah, cette fois-ci, quand vous ouvriez, c'est un restaurant et une boîte. Une boîte de nuit. J'avais le restaurant au rez-de-chaussée et la boîte de nuit au premier étage. J'ai choisi le nom aussi Times Square. Je ne sais pas si les gens se connaissent Times Square. Times Square, c'est le grand carrefour à New York, là où presque toutes les grandes banques résident. Et moi, cette boîte-là aussi, je l'ai ouverte dans un quartier où il n'y avait que des banques. C'est-à-dire, si tu sors de chemin de ma boîte, juste à côté, il y a une banque. Si tu viens, tu dis que tu n'as pas d'argent. Je dis, voilà la banque là-bas, il n'y a pas de crédit. Voilà la banque, par exemple, à la banque, tu sors l'argent, tu viens. Donc, c'était un quartier de banque aussi. Donc, c'est-à-dire, il faut toujours réfléchir pour le nom de ton entreprise. C'est quelque chose qui est très important. Donc, j'ai donné à cette boîte-là le nom de Times Square, le restaurant et Times Club, la boîte de nuit que j'ai gérée aussi 6 ans. D'accord. 6 ans. 6 ans. Et après les 6 ans, vous avez revendu cette autre boîte ici. Oui. Il m'est arrivé, je me lève le matin, j'étais en train de faire mon déjeuner. J'ai eu le feeling pour mon pays. J'ai revendu la boîte, j'ai fait des conteneurs, j'ai pris mes affaires, je suis rentré en Guinée. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, du prix auquel vous avez revendu cette boîte? Je l'ai revendue à environ 120 000 euros. Hein, après, parce que tout était amorcé après 10 ans. Et en Europe, c'est très facile parce que si tu ouvres une boîte, il y a l'industrie qui t'accompagne, les banques, c'est pas qu'ici en Guinée où... D'accord, génial. Alors, vous décidez de tout arrêter là-bas, vous avez revendu et vous décidez de venir en Guinée. Alors, vous arrivez en Guinée, alors comment vous vous y prenez? Est-ce que ça a été facile pour vous, la décision, quand vous êtes venu en Guinée, tout de suite, vous vous êtes dit, est-ce qu'il faut ouvrir une nouvelle boîte ou vous vous êtes dit non, est-ce qu'il faut faire un autre investissement? Comment vous êtes pris pour faire le choix? Lorsque je suis venu en Guinée, mon projet, c'était de faire une station d'essence. J'avais un beau terrain au rond-point de la cité Oncle Saint. Je suis allé voir le ministre de l'Habitat. On m'a dit que c'est une zone réservée. On m'a dit aussi que quelle qu'en soit la durée, ils vont faire ce qu'on appelle échangeur. Donc, ma parcelle serait bouffée. Il faut retenir effectivement que je venais en vacances en Guinée. Et comme je suis un homme de la nuit, chaque fois que je venais en Guinée, je sillonnais dans les autres ports. Je voyais les erreurs, la propreté, l'entretien des toilettes, c'est des choses qui me faisaient mal. Je dis, ils font de l'argent, pourquoi ils n'arrivent pas à réinvestir pour rendre le lieu propre, l'hygiène? Mais là, pour revenir un petit peu avec, finalement, vous décidez de vous investir dans votre domaine de compétences. Investir dans une matière dans laquelle toi-même tu connais, là tu serais indépendant. Parce que si je rentre dans le carburant, j'aurais besoin de quelqu'un qui maîtrise. Et s'ils ne sont pas honnêtes, c'est du stress que je me programme. Alors, comment ça s'est passé? C'est là où vous êtes venu, vous vous êtes dit le choix du lieu et vous êtes venu directement à Plaza. Non, j'ai cherché un peu partout. Je me suis dit, je ne vais pas faire une boîte de nuit. À côté, il y a les gens qui habitent. Le sono, les bruits, je ne veux pas déranger les cohabitants. Mon moral va me reprocher. C'est ainsi que j'ai négocié, je suis tombé sur Plaza. J'ai négocié avec les Chinois durant 2 ans. Au début, c'est de l'autre côté que je voudrais ouvrir ma boîte. Mais ils m'ont proposé des lieux où ils demandent $32 par mètre carré. Je leur ai dit, écoutez, on n'est pas à Paris ici, on n'est pas à Berlin pour que vous demandez ça. Donc je dis, je veux faire quelque chose, mais je ne veux pas faire quelque chose pour être esclave de mon métier demain. Donc je vais tellement travailler pour payer la location. Donc j'ai renoncé. Je pars, je reviens. Après, on est revenu par là. De sorte que tout était fini, il ne restait que le lieu là. 707 mètres carrés, $32 par mètre carré, mais je dis, je ne suis pas fou. C'est énorme. Il dit, qu'est-ce que tu peux? Je lui ai dit, c'est que je suis prêt à payer. Je lui ai dit ça, il a mis les mains sur la tête, il dit que son chef va lui couper la tête. On est resté comme ça, 2 semaines après, il m'a appelé. Il m'a dit, Baldé, ton concept nous plaît. Ils m'ont donné le lieu, on a fait un contrat, ils ont accepté ce que j'ai proposé.
que je ne peux pas dire ici. L'investissement, vous avez investi combien? J'ai investi environ 3 milliards sans compter mes œuvres. Parce qu'aucun ingénieur ou bien architecte guinéen va vous dire que c'est celui qui a fait Plaza. Tout ce qui est là, tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire en matière de lumière, de sonorisation, c'est moi-même qui ai fait. C'est des choses que je maîtrise. Et il y a une partie de mes biens que j'ai pris de l'Allemagne qui avaient leur valeur aussi. C'est-à-dire si je calcule le tout, je peux être dans l'ordre de 5 milliards. D'accord. Alors, vous avez investi, vous avez démarré avec le restaurant et la boîte de nuit à nouveau. Le recrutement, les collaborateurs, parce que c'est des gens que vous prenez à la base qui ne sont pas dans le même état d'esprit que vous. Alors, comment vous avez fait pour la formation de ces gens-là, pour les aider aussi? Ou bien tout de suite, vous avez pris des gens peut-être qui sont venus, qui ont une autre culture pour pouvoir les mettre ici? J'ai eu la chance, si tu fais quelque chose, fais le bien avec morale. D'accord. Sois honnête et loyal avec tes prochains. Donc il y a une jeune fille qui s'appelle Anna Gava, une jeune fille allemande, qui a décidé de venir avec. Donc elle est venue, elle était la directrice commerciale et la responsable pour le personnel. Parce que j'ai compris, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, le noir a toujours peur du blanc. D'accord. Il y a ce complexe d'infériorité. J'ai fait venir une première équipe. Il y a l'allemande qui maîtrise ça très bien. Elle a son diplôme. Un spécialiste dans le domaine de l'hôtellerie. Donc à 3, c'est dans la salle là. On a formé l'équipe là pendant 2 mois. On est passé à des tests. Ceux qui ont reçu ont été pris. D'accord. Et vous avez combien d'employés? Votre personnel, c'est combien ici? On était un nombre de 35. 35 personnes qui travaillent pour vous. D'accord, génial. Et quelles sont les difficultés que vous rencontriez ici? Bien entendu, on va venir à cette phase Covid tout de suite là, mais au début, quelles étaient les difficultés véritables que vous rencontriez ici? Les difficultés que j'ai rencontrées ici, c'est-à-dire c'est le moral du travail, dans le domaine du boulot en tout cas, Oui. le personnel. D'accord. Moi, je ne pardonne pas qu'on me dise qu'il pleut, raison pour laquelle je viens en retard. D'accord. Il n'y a pas de voiture, pour cela je viens en retard. L'heure, c'est l'heure. Pour venir au boulot, tu te brosses les dents. Tu viens, tu rentres, tu vas, tu laves les mains avec de l'eau chaude et du savon. Tous mes bains, j'ai mis de l'eau chaude. L'hygiène est prioritaire chez moi. Et ici, vous avez ouvert cet endroit-là en quelle année? Le 27 décembre 2017. Alors, vous ouvrez 27 décembre 2017. Et 2019, disons. 18-19. Ouais. Vous avez travaillé 2 ans, 18-19. Et vers mars 2020 en Guinée, c'est Covid qui vient. Oui. Et puis on prend des décisions qui font qu'on ferme, on arrête beaucoup de choses. Et donc de 2020, disons, jusqu'à maintenant, il n'y a plus rien. Alors, comment vous traversiez cette période de Covid, étant donné que vous avez fait un investissement de beaucoup de milliards, et je suppose que vous n'avez pas encore amorti tout l'investissement que vous avez pu faire, et pendant ces 2 ans, aujourd'hui, comment vous faites en fait? Je dis c'est l'intelligence d'une part, savoir se planifier. Pendant que ça marchait, j'ai économisé, parce que c'est ce qu'on a appris en Europe. Planifier. Gagner, gaspiller, tu vas tomber. Donc il faut se planifier et surtout à long terme. Et d'autre part, je dis les sacrifices sur le bon Dieu. Vous ouvrez un endroit, les gens ne connaissent pas à la base. Oui. Et c'est un endroit qui se remplit. Oui. D'accord. Au moment où ça fonctionnait, ça se remplissait tout le temps. Oui. Comment vous avez fait pour que les gens découvrent ici, pour que ça puisse se remplir? Quel est le système de communication que vous avez pu mettre en place, la politique de communication pour faire découvrir, faire connaître votre endroit? Pour être honnête avec vous, c'est un domaine où j'ai souffert au début. Parce que moi, je suis étranger, je ne connais personne. Et personne ne me connaissait. Et j'ai compris comment les choses se passent en Europe, bien précisément en Allemagne. Et en Guinée-Conakry, il y a une grande différence. C'est en Guinée-Conakry que j'ai commencé à entendre parler de ménagers. J'ai géré mes boîtes moi-même. Okay. J'ai une belle équipe qui est compétente. Évidemment, il y a des agences de marketing pour faire l'infographie, des belles images sur les réseaux sociaux. Mais au début, j'ai souffert
ici parce que premièrement, parce que lorsque j'ai ouvert, j'étais contre la chicha. Je dis, on ne vend pas la chicha chez moi, dans le domaine de la santé. On m'a mis en demeure, si tu ne lâches pas la chicha, on ne va pas venir chez toi. Au début, j'avais mis la rentrée. Partout, dans les autres pays, la rentrée, pour un tel investissement, c'est quelque chose qui est normal. Paye le salon, ou bien paye la rentrée, parce qu'il y en a qui payent, ils disent qu'ils ne vont pas payer la rentrée, ils vont consommer, ils rentrent là-dedans, ils ne consomment même pas. D'accord. Donc, il y a eu tous ces problèmes qui m'ont donné des maux de tête. Finalement, j'ai enlevé la rentrée. Je dis entrée gratuite, consommation obligatoire d'un minimum de 3 euros, 30 000. D'accord. Et comment s'est passé, on est pratiquement à la fin de l'interview, comment s'est passé le partenariat avec les Chinois? Parce que souvent on dit que les Chinois dans les partenariats, ils ne sont pas souvent très honnêtes. Est-ce que ça a été facile, vos différents partenariats en termes de respect d'engagement? Les Chinois ne respectent pas leurs engagements. C'est mes propres expériences. D'accord. Tout le monde le sait que c'est un lieu qui est très cher. J'ai accepté. On a fait un contrat. Dans le contrat, paragraphe 3 du contrat, c'est écrit noir sur blanc, le courant 24 heures sur 24. Ils ont dit l'eau 24 heures sur 24. Ce n'est pas le cas. La sécurité, l'entretien de l'entour, ça n'a pas été le cas. Je viens, on fait le contrat, je paye pour 6 mois. Avant, c'était comme ça. Dans 2 mois, il y a un manque de courant. Et le problème est que si le courant part, il n'y a plus l'eau. Donc, la guerre a commencé. Finalement, j'étais obligé de me payer un groupe électrogène. J'ai payé un groupe électrogène de 60 kW que j'ai mis. Donc, si le courant partait, j'allais même un groupe, bien que ce n'est pas dans le contrat. Donc, j'ai commencé à couper sur la location. Je t'informe, je te mets en demeure. Mon avocat t'écrit, je fais venir un huissier, ça ne change pas. J'ai coupé sur la location. Maintenant, le problème est que même si le courant part et que moi, je mets mon groupe électrogène, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas d'eau. Parce que si les Chinois n'ont pas le courant, pour alimenter la pompe du forage, on ne reçoit pas l'eau. Les gens te disent, les clients, tu es la meilleure boîte de la Guinée, il n'y a pas d'eau chez toi, c'est quoi ça? Ça jouait sur l'image de mon entreprise. Il a fallu, c'est un moment, c'est moi qui ravitaillais pendant 2 mois. J'ai toutes les preuves ici, les Chinois en courant pour alimenter la pompe de forage pour que tout le complexe de Plaza puisse avoir l'eau. Et tout ce que je vous raconte, je peux vous montrer les preuves noir sur blanc. Finalement, on est parti à la justice. Donc j'ai gagné le procès et ça continue. D'accord, génial. Alors pour terminer cette interview-là, alors quel est le message que vous avez par exemple à partager à la jeunesse guinéenne? Parce qu'aujourd'hui vous êtes arrivé sur la Guinée, vous avez vu un petit peu, vous avez reçu des jeunes qui sont passés chez vous ici. Vous disiez tout à l'heure, là non seulement les gens ils n'ont pas une très bonne morale en termes d'éthique, vous disiez également le niveau n'est pas là. Et les gens aiment l'argent facile, vous disiez tout cela tout à l'heure. Alors, quel est le conseil que vous avez pour ces gens-là? D'aujourd'hui ne cherchent pas à se cultiver, à nourrir leur cerveau. Le lundi, le 13, je vais rentrer en Allemagne. C'est des petites choses, hein. Je descends à l'aéroport, pendant les heures de pause, là, si tu vois un jeune qui attend, il a un livre, il lit. La lecture nourrit le cerveau. Depuis que je suis venu en Guinée-Conakry, depuis 2016, je n'ai pas eu la chance de voir un garçon ou une fille qui ouvre son sac, elle lit. On préfère y aller aussi à lounge, on préfère s'habiller d'une manière vilaine ou bien vous faire des photos, poser ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça l'avenir. Ils doivent comprendre que leur avenir, c'est dans leurs propres mains. Le problème en Guinée, on accuse le bon Dieu toujours, ici. Mon avenir, c'est dans mes mains. Si je me bats, je prie le bon Dieu, il m'accompagne. Je réussis. Mais si je reste à la maison les bras croisés, ils sont paresseux, que la paresse les rend encore plus paresseux. Ils doivent se former. Lisez. Formez-vous. C'est ça la clé de l'avenir. C'est mes conseils. D'accord. Franchement, il ne reste plus qu'à vous dire merci, DJ Ablaye. Oui, thank you. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin donc de ce magazine hebdomadaire dans les coulisses du succès. Et comme on aime à le dire, c'est possible, c'est même inévitable, mais c'est à chacun de nous d'en faire une réalité. À très bientôt pour un prochain numéro des coulisses du succès. Au revoir.